Bonjour à tous, je suis enchantée de vous recevoir cet après-midi dans le premier live en français de Corporate Women in Leadership. Cet après-midi, on va parler d'un sujet qui va passionner tout le monde, j'en suis sûre, l'équilibre vie privée, vie professionnelle. Et pour en discuter, on a deux invités, deux femmes exceptionnelles que je vais vous présenter tout de suite, qui sont Agnella Kwaku et Myriam Bavernet, qui toutes les deux sont à Abidjan et à Dakar. Donc, dans quelques instants, je vais les accueillir ici dans notre studio. Mais pour l'instant, nous allons démarrer avec une petite vidéo pour vous rappeler ce que font Corporate Women in Leadership. Alors, mesdames, bonjour. Agnella et Myriam, je suis enchantée de vous recevoir toutes les deux aujourd'hui. Bonjour Valérie. Bonjour Valérie. Agnella. Donc, nous Bonjour sommes Myriam. À Abidjan. Et pour ce sujet passionnant, je vais vous demander de vous présenter toutes les deux. Mais déjà, moi, j'ai au moins 3 points communs que j'ai relevés entre chacune d'entre vous. Vous êtes des repates. Vous avez toutes les deux des enfants d'un âge jeune, et donc vous avez plusieurs enfants, et vous êtes toutes les deux aussi dans le domaine des RH. Donc, je vais vous laisser vous présenter un peu mieux pour nos auditeurs. Agnella, à toi. Merci Valérie, bonjour Myriam, bonjour à tout le monde, en tout cas à toutes celles et ceux qui sont connectés avec nous. Donc Agnella, effectivement, je suis jeune entrepreneur, entrée dans la vie de l'entrepreneuriat officiellement il y a 4 ans, mais de façon beaucoup plus réaliste, on va dire, il y a 2 ans. Et j'ai donc créé une aventure qui permet d'accompagner les hommes et les femmes dans le cadre de problématiques en ressources humaines et de problématiques organisationnelles ici à Abidjan. Et on est amené à intervenir principalement pour la Côte d'Ivoire, mais aussi d'autres pays. Voilà, donc je suis une passionnée des relations humaines, je dirais, et je milite pour amener beaucoup plus de pratiques humaines dans nos environnements, dans nos écosystèmes. J'ai 2 enfants de 7 ans et 5 ans. Je compte aussi le mari, donc en fait, je vous dirai 3. Et voilà ce que je peux dire de mon profil. Merci. Myriam. Très bien. Bonjour à tous. Je suis vraiment ravie d'être parmi vous et notamment de participer à cette thématique. Donc, merci Valérie d'avoir pensé à moi. Donc, Myriam Bavernet, effectivement, repate. Ça fait quand même déjà quelques années. Je suis arrivée au Sénégal il y a 11 ans, mais mes origines, effectivement, sont sénégalo-maliennes. Donc, j'évolue dans le domaine des ressources humaines déjà depuis une quinzaine d'années. Donc, j'ai démarré ma carrière en France. Et puis, en 2008, pour des raisons personnelles, j'ai décidé de venir au Sénégal. Donc, finalement, je ne reviens pas au Sénégal, mais je viens au Sénégal. Je suis venue m'installer au Sénégal. Et depuis, je me suis mariée. J'ai eu 3 enfants. Donc, 3 enfants alors âgés de 11 ans, 9 ans et 7 ans, puisque je suis assez régulière. Donc, ils sont bien espacés. Et je travaille donc à la Société Générale Sénégal. Donc, je suis directrice des ressources humaines depuis février 2019. Donc, avant ça, j'étais DRH adjointe. Et encore avant ça, je travaillais toujours dans les ressources humaines sur la partie notamment développement des ressources humaines. Donc, toute la partie relative à la gestion en fait de carrière, à la formation, accompagnement des collaborateurs et tout ce qui était également autour de la recherche de la performance des collaborateurs et dans un autre secteur qui est un secteur pétrolier. Voilà, donc globalement, j'ai une carrière très axée autour des ressources humaines. Et la thématique en fait d'aujourd'hui m'intéresse particulièrement dans le contexte dans lequel nous sommes aujourd'hui Covid, puisque je l'ai expérimenté d'un point de vue professionnel, mais également en fait personnel, puisque ça a été vraiment une période où je me suis pas mal questionnée, recentrée sur moi-même, on va dire repartir sur l'essentiel, me demander finalement en fait quel sens je souhaitais aussi donner à ma vie et quel temps je souhaitais accorder à ma famille, puisque le travail me prenait et me prend toujours beaucoup de temps. Mais aujourd'hui, j'ai envie de dire de manière un peu plus rationnelle, j'arrive effectivement
voilà, à équilibrer plus ou moins bien, on va dire, ces deux sphères que sont ma sphère privée et ma sphère professionnelle. Mais on aura l'occasion d'en reparler. Alors justement, Myriam, pendant que tu es sur le sujet, on va commencer avec la première question. L'équilibre vie privée et vie professionnelle, ta définition à toi, c'est quoi? Ma définition à moi, elle est très simple. Hein. C'est pouvoir aujourd'hui en fait un compromis entre ce que j'appelle en fait vraiment ces deux sphères, cette sphère privée et cette sphère professionnelle. Quand je dis en fait compromis, et je dis compromis et non pas équilibre, parce que pour moi c'est pas forcément en fait un équilibre parfait, c'est pas du 50-50. On peut aujourd'hui consacrer pourquoi pas 70%, ça varie vraiment en fait d'un individu à un autre. C'est peut-être le cas d'ailleurs aujourd'hui un peu pour moi où je consacre en tout cas pas mal de mon temps aujourd'hui à la sphère plutôt professionnelle, mais c'est aussi peut-être un projet de vie aujourd'hui et mon âge qui le justifie. Ça changera peut-être dans quelques années, je n'en sais rien, mais c'est en tout cas pouvoir se sentir heureux, se sentir en fait épanoui avec le rythme que l'on s'impose à la fois au niveau du travail et le temps qu'on s'accorde d'un point de vue privé et familial. Et donc, Agnella, toi, ta définition. Merci, Myriam. Écoute, moi, je rejoins vraiment, pour le coup, Myriam. C'est vrai que on entend par équilibre vie professionnelle, vie privée, le compromis. Donc, ça revient souvent, hein, cette notion de compromis idéal entre la vie professionnelle d'une part et la vie privée d'une personne d'une autre part. On l'appelle aussi donc le work-life balance. Et comme Myriam le disait, pour ma part, ça n'est pas forcément du 50-50. Ça peut être du 70-30, du 80-20. Enfin, pour moi, l'équilibre, en fait, c'est vraiment la manifestation de la réalisation de ce dont on a besoin pour finalement se réaliser et être en phase, en vérité, avec ce qu'on est. Donc, que cela passe plus par le privé ou que cela passe plus par le professionnel, chacun a finalement son équilibre. Et il n'y a pas deux équilibres qui se ressemblent. Donc, je définirais ça comme ça. Ok. Merci pour ces interventions. Donc, j'en ai profité pour mettre à l'écran la définition que Agnella m'avait envoyée et qui effectivement, où vous parlez toutes les deux en tout cas de cet élément de compromis et de chacun réussir à trouver sa définition, son propre compromis et qu'il puisse être quelque chose qui nous convienne à chacun en fait et qui soit pas forcément une définition fixe. Oui, tout à fait. Fixe pour tout. Ok. On va continuer nos questions. Quels sont, à vos yeux, à toutes les deux, les signes d'un déséquilibre? Parce qu'on a dit que l'équilibre, c'était pas forcément 50-50, mais la définition du déséquilibre, et puis quels sont les signes du déséquilibre, à la fois pour vous et comme tu le disais, Myriam, toi qui a 850 personnes à gérer au niveau RH dans le groupe Société Générale à Dakar, quels sont les signes que tu as pu identifier chez les employés du groupe et est-ce que vous avez l'une et l'autre une petite liste de signes que vous avez pu voir, que vous pouvez identifier auprès de vos proches, des gens qui sont dans votre entourage? Alors oui, effectivement, hein, il y a toute une série de signaux aujourd'hui ou de symptômes qui se manifestent. Je pense quand on fait face à un déséquilibre, on le voit chez certains collaborateurs, on a des signaux en fait. Il y a la fatigue, beaucoup de fatigue, des collaborateurs qui font parfois en fait des épisodes dépressifs. C'est le cas. C'est vrai qu'en Afrique, on parle peu de dépression, on parle peu en fait de burn-out. On a l'impression que c'est très éloigné en fait de nos cultures, de nos pays. C'est totalement faux. Ce sont des cas aujourd'hui auxquels on doit faire face. Ça se manifeste par un épuisement physique en fait très très important, où le collaborateur n'arrive plus à réfléchir, n'arrive plus en fait à penser, et on sent vraiment un malaise qui est ressenti par ses collègues, qui est ressenti par son management. Mais c'est pas les seuls symptômes, c'est aussi
Parfois, on va avoir des collaborateurs qui auront un manque de sommeil, donc c'est beaucoup d'insomnie parce que on pense beaucoup trop au travail, on est très stressé par le travail. Ce déséquilibre-là, après, il a forcément en fait des causes et des origines. Et l'entreprise, elle a aussi une responsabilité dans l'équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle. Un collaborateur qui est très stressé, un collaborateur qui est pas valorisé, un collaborateur qui se sent en fait humilié, qui se sent rabaissé, est un collaborateur qui se sent mal dans sa peau. Ça va se répercuter aussi sur sa vie privée, et donc il va entrer en fait dans une spirale infernale et avoir développé en tout cas de nombreux symptômes physiques tels que ceux que j'ai cités, allant jusqu'au burn-out. Donc en général, enfin les premiers signaux que l'on voit, c'est beaucoup d'absentéisme. Et c'est pour ça aussi que dans le domaine des ressources humaines, c'est des indicateurs que l'on va suivre, parce qu'un collaborateur qui est très absent, très souvent, ça renferme autre chose. Il y a un souci, il y a une difficulté, il y a quelque chose vraiment en fait à creuser. Donc l'absentéisme est aussi un signal fort effectivement de ce déséquilibre vie professionnelle, vie privée. Et on va voir un désintérêt progressif du collaborateur sur différents sujets, sur des chantiers. C'est un collaborateur qui se manifestera très peu, qui aura le sentiment voilà, de se fondre un petit peu dans la masse. Donc un collaborateur vraiment qu'on aura du mal à motiver, du mal à embarquer, qui voilà aura le sentiment de ne pas servir finalement à grand chose, de ne pas être utile au sein de son équipe et au sein de l'organisation de manière plus globale. Ok. Avant de te demander, toi, ta vision, Daniela, moi, il y a quelque chose qui m'a vraiment particulièrement surprise quand je suis arrivée ici pour travailler en Afrique, au Sénégal, il y a un peu plus de 3 ans. C'était la longueur des journées de travail. J'ai entendu tellement de gens me dire qu'ils attaquaient le matin à 7 heures et qu'à 20 heures, 22 heures, ils étaient parfois encore au bureau. C'est un élément que je trouve assez culturel ici en Afrique et qui m'a profondément surprise. Donc, pour le coup, en termes d'équilibre vie privée, vie professionnelle, là, c'était compliqué de garder du temps pour soi. Ton avis, Aniela, là-dessus? Alors, mon avis est aussi, je rejoins Myriam qui a donné une liste exhaustive des signes qui permettent finalement de détecter chez un collaborateur qu'il y a un déséquilibre et que voilà, il n'y a pas d'équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée. Elle en a parlé, hein, l'angoisse, le stress, la fatigue, l'humeur, le manque de constance, le manque peut-être même de concentration. Enfin, un salarié qui est finalement en déséquilibre, ça se voit vite. Il y a le facteur temps aussi qui va permettre effectivement de confirmer cette observation-là. Après, ce qui est intéressant, c'est de savoir qu'est-ce qui crée ça, qu'est-ce qui crée et finalement ce déséquilibre entre la vie professionnelle, la vie privée, en tout cas le déséquilibre qui fait qu'on n'est plus tout à fait ajusté, en accord avec soi-même et qui crée finalement tout ce que on va observer une fois qu'on sort de chez soi en fait. Donc ça peut être effectivement le fait que on travaille beaucoup, l'origine même déjà. Enfin moi ce que j'observe c'est que quand on fait quelque chose qu'on n'aime pas, ça nous prend beaucoup plus d'énergie que des sujets qui nous passionnent. Quand on est vraiment dans un exercice professionnel qu'on porte avec le cœur et qui nous porte aussi, on n'a pas de difficulté à venir au travail, on n'a pas de difficulté à répéter ce qu'on fait, c'est même un plaisir. Et vu qu'on répète, il y a la notion de performance et de pratique qui arrive et de ce fait, vraiment tout ce qui va être feedback positif de l'entourage, que ce soit en linéaire, enfin je veux dire en hiérarchique ou alors le feedback direct des collègues. Donc déjà, se connaître, trouver sa voie, je pense que c'est vraiment le cœur, c'est vraiment le centre. Mais qu'est-ce qui peut faire effectivement qu'on soit finalement déséquilibré? Il y a beaucoup de choses, hein, et je pense qu'il y a des choses qui vont nous parler même à nous-mêmes parce qu'on n'est pas exclus. Hein, donc, et si on prend la parole, je pense aujourd'hui Valérie d'ailleurs posait la question de savoir pourquoi moi, c'est qu'on l'a expérimenté aussi. Le fait de consacrer énormément d'heures de travail, le fait dès qu'on se met à ne
plus prendre par exemple de pause déjeuner, qu'on se rend compte que dans la tête en fait on a toujours le travail et rien d'autre, qu'on se rend compte on commence à avoir du mal à gérer sa vie sociale, qu'on se sent de plus en plus fatigué. On est fatigué, mais paradoxalement, on n'arrive pas à dormir. On prend finalement rarement du temps pour soi, ou alors même pas du tout. Quand on nous dit, mais c'est quoi la dernière chose qui t'a fait plaisir? Quand est-ce que tu l'as fait? On ne sait même pas quoi répondre. Le fait de en permanence avoir son téléphone, par exemple, le soir et toujours être à regarder, à surveiller en fait les mails qui arrivent, les messages du travail. On a encore l'esprit dans le travail, qu'on ne sache même plus où sont nos priorités, qu'on soit vraiment tête dans le guidon. Et ensuite, il va avoir tous ces symptômes physiques et psychologiques qu'évoquait tout à l'heure Myriam, qui vont arriver pour justement illustrer de ce déséquilibre qui n'est plus supportable en fait en vérité. Et pourquoi, à votre avis, pourquoi on a du mal justement à le gérer, cet équilibre? Parce qu'on a effectivement les grandes paroles, c'est-à-dire qu'on est tous d'accord sur le fait de se dire il y a un bon compromis à avoir. Moi, c'est une période de ma carrière où j'ai envie de la privilégier plutôt que ma vie personnelle. Et puis, qu'est-ce qui fait qu'à un moment, on se retrouve débordé par ça, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, hein, et notamment en mettant plus particulièrement l'accent sur cette période de Covid. Tous les gens qui, que ce soit toi, tes collaborateurs, Myriam, ou les tiens, Aniela, qui se sont retrouvés chez eux à gérer peut-être pour la première fois de leur vie le fait de faire du télétravail, donc d'avoir des enfants auxquels il fallait faire les devoirs, avec qui il fallait faire les devoirs plutôt, des activités qui continuaient, une vie de famille. Qu'est-ce qui fait que ce déséquilibre, en fait, que cet équilibre, on a du mal et que ce déséquilibre arrive? Il y a plusieurs facteurs. C'est des déséquilibres qui peuvent arriver d'un point de vue personnel ou professionnel. On parle d'un équilibre vie privée, vie professionnelle. Donc, on peut avoir à un moment de sa vie des problématiques privées qui vont se répercuter sur ses capacités finalement professionnelles. Ça peut être également en fait l'inverse, c'est plutôt la partie professionnelle. Ça veut faire, on est quand même dans un monde où il y a une pression et une compétition en fait assez oppressante qui aujourd'hui en fait peut facilement redescendre sur un collaborateur et se manifester tel que on l'a décrit il y a quelques minutes. Donc quand on perd de vue l'essentiel, quand on n'est plus dans des logiques résultats, mais on est dans une logique en fait de vouloir tout faire sans se poser en fait les bonnes questions, sans savoir à quoi va servir l'action. Donc on perd vraiment en fait du sens, on perd l'essentiel, on perd en fait de vue les trajectoires et in fine, on tombe en fait très aisément, mais sans s'en rendre compte. On est rapidement en fait débordé, on se rend compte qu'on parle que de travail, on a le sentiment que si on fait pas en fait une action, ça va se répercuter sur nous, on va peut-être être sanctionné. Donc là aussi, l'environnement en fait de travail dans lequel évolue a une responsabilité parce qu'il doit pouvoir rassurer le collaborateur à tout instant. Il doit en fait pouvoir se dire que on ne peut pas en fait tout gérer, on doit vraiment en fait aller à l'essentiel. Et quand on rencontre des difficultés même d'un point de vue personnel, on peut en parler. Alors ça signifie pas qu'il faille être intrusif dans la vie du collaborateur, mais on a quand même des collaborateurs qui passent près de 8 heures de leur temps avec des collègues. Donc, les collègues peuvent être aussi une épaule pour ces collaborateurs parce que ça crée en fait un climat de confiance dans lequel le collaborateur en fait se sent bien et se sent plus ou moins épanoui. Quand on n'a pas en fait ce cadre en place, lorsqu'on n'a pas cette relation de confiance avec aussi son manager, ça peut être en fait rapidement difficile. On a l'impression d'être jugé en permanence et vraiment en fait on va s'arrêter sur parfois en fait des détails qui ont très peu ou n'ont pas du tout même d'importance. Selon toi, Aniela, cet équilibre, toi, à titre perso, à quel moment tu as senti que tu avais eu du mal à le gérer?
Ouh là là, souvent. Je pourrais pas te dire à un moment précis, mais souvent et depuis toujours. Pour répondre à cette question, il est vrai que le cadre doit être bienveillant, mais mon avis, c'est que le manque d'écoute de soi, le manque d'acceptation vraiment de ce qu'on est et l'acceptation du principe selon lequel on a droit au bonheur va entraîner des fois des attitudes d'auto-sabotage. Ces fausses croyances de se dire que le meilleur, le plus fort, le leader, c'est celui qui est non-stop dans l'action, c'est celui qui pose des actes, c'est celui qui œuvre, c'est celui qui bouge, parce que la société nous renvoie cette image-là et que finalement on accepte de prendre cette image comme étant l'image avec le I majuscule, en sachant qu'au fond de nous, ça ne nous parle pas. Je dirais que ce sont ces attitudes-là de départ qui finalement vont permettre et créer ce déséquilibre parce qu'on va prendre une voie qui n'est pas la nôtre. On va finalement laisser aux autres, laisser à la société nous imposer les choses et on va s'interdire, on va s'auto-saboter en fait. On va s'interdire de rééquilibrer les choses et puis on va mettre la priorité dans ce qui nous fait pas en fait notre bonheur. Donc moi je pense que déjà de sensibiliser et depuis le départ, qu'il y ait une pleine conscience de ce qu'on est, de notre réalité, de ce qu'on aime, de nos qualités, de nos axes de développement, de nos préférences. C'est vraiment la base de tout pour arriver finalement à trouver sa juste place et son équilibre, et que ce soit un équilibre plus dans de la réalisation professionnelle qu'une vie privée. Enfin, finalement, c'est tellement personnel que le fait que ce soit personnel, ça demande à ce que chacun apprenne à se connaître, en vérité, déjà. Donc, je dirais que le point de départ, c'est ça. Et pour répondre à ta question, toutes les fois où moi aussi, j'ai alimenté ces schémas, ces fausses croyances de se dire que les meilleurs, ce sont ceux qui sont dans l'hyperaction, sans agir et faire des choses qui me plaisent vraiment, oui, ce déséquilibre a commencé à se mettre en place, clairement. Cette période de Covid, c'était finalement une période C, parce qu'on est toujours dedans, qui est très particulière, mais qui permet aussi de se poser les vraies questions, qui permet à tout un chacun, la plupart en tout cas des gens, de se retrouver en tête-à-tête avec eux-mêmes. C'est pas agréable, mais c'est nécessaire. Parce qu'il n'y a que ce tête-à-tête qui va permettre finalement d'être à l'écoute de soi et de se dire, bon, ok, très bien, comment est-ce que je repars dès lors qu'il sera question de repartir? Est-ce que je repars dans un jeu qui n'est pas forcément un jeu que j'apprécie, dans lequel je suis à l'aise, ou est-ce que j'accepte finalement de m'entendre enfin et d'entendre ce qui est important pour moi et de trouver finalement cet équilibre-là, d'être en vérité avec moi-même, d'être en évidence en fait avec moi-même pour que tout, de toute façon, autour se mette aussi en place. Moi, je pense qu'on est créateur aussi des situations et que le départ, c'est soi-même. Voilà. Merci. Je vois qu'on commence à avoir un petit auditoire. Hello de Yaoundé, merci Anela, Samantha aussi. N'hésitez pas à nous poser toutes les questions que vous avez à poser dès maintenant. Tous ceux qui sont en train de nous regarder, tous ceux et toutes celles, parce que on va pouvoir aussi de manière très interactive commencer à vous répondre. Donc on est à votre écoute, à votre disposition. Aniela et Myriam sont là pour vous répondre aussi. Donc surtout n'hésitez pas à commenter nos superbes speakers. J'ai le souvenir d'une discussion qu'on a eue il n'y a pas si longtemps que ça, Myriam, dans un contexte autre, où tu disais que cette notion d'équilibre et de priorité, elle avait un peu changé justement pendant cette période de Covid. Oui, tout à fait. Agnella en a parlé à l'instant. C'est une période qui est très particulière et qui nous a conduit à travailler autrement, qui a notamment, en tout cas, j'ai envie de dire, démocratisé le télétravail en Afrique. Et c'est vrai que c'est une période qui m'a permis, moi, de me recentrer sur moi-même, de faire en fait cette introspection, ce tête-à-tête. J'aime bien l'expression, ce tête-à-tête avec soi-même, même si effectivement, je reconnais que ça n'était pas forcément agréable. Mais c'est pouvoir aussi affronter la vérité en face, parce que, enfin, pour vous dire vraiment en fait les choses en toute transparence, moi je traversais une période où je me sentais un peu coupable de pas passer suffisamment de temps avec mes enfants, de ne pas pouvoir participer suffisamment à leur éducation. Et c'est vrai que durant cette période, je me suis posé la question de savoir finalement qu'est-ce que
qu'est-ce que je souhaitais faire, quel genre de femme je voulais être, quelle mère je voulais être également, et est-ce que aujourd'hui la maman que je souhaitais être était en contradiction avec mon projet professionnel. Donc, ce sont de véritables questions que je me suis posées assez longuement, et j'ai pas mal échangé là-dessus. Et c'est vraiment à partir de là, c'est vrai que tout démarre. Et je rejoins en fait Agnella, ça commence vraiment par soi-même. Mais une fois en fait qu'on a fait ça, c'est se poser après la question de savoir, quand on se demande ce qu'on veut, c'est aujourd'hui poser la question, est-ce que l'entreprise que l'on a choisie est la bonne entreprise? Est-ce que finalement on a envie de continuer comme ça ou de faire bouger en fait les lignes? Est-ce que ça vient plutôt en fait de nous parce que justement on est tombé dans ce stéréotype où on a le sentiment que quand on répond vite, quand on est tout le temps en fait disponible, on paraît plus efficace, on accède à des positions en fait plus élevées. Et tous ces points-là, effectivement, ont été en tout cas pour abordés lors de cette réflexion. Et on se rend compte que c'est vraiment, que des stéréotypes, que des images que la société nous renvoie. On peut travailler autrement. On n'est pas obligé en fait de répondre à un mail à point d'heure, à un coup de téléphone à point d'heure. Et les personnes, autour de nous, nos interlocuteurs, ne nous le reprochent pas. Quand on arrive en fait le matin et qu'on fait sa journée de travail et qu'on organise normalement, on se rend compte que ça se passe aussi bien, voire mieux, parce que finalement on est plus reposé, on est plus serein, on est plus épanoui, donc on travaille mieux. Et ça, c'est vraiment, effectivement, j'ai eu peut-être besoin de cette période Covid. C'est un mal pour un bien, comme on dit. On arrive toujours à sortir du positif dans des situations de crise aussi importantes soient-elles. Et très clairement, aujourd'hui, c'est quelque chose pour moi en fait de très positif. Et j'aborde en tout cas ma vie autrement. Je passe plus de temps avec mes enfants. Je n'hésite pas à leur passer en fait des coups de fil dans la journée parce que c'est vrai qu'avant je ne le faisais pas. Je faisais vraiment en fait des journées non-stop avec peu de pauses déjeuner, peu de pauses en matinée ou en après-midi. Et donc j'arrivais en fait le soir, j'étais éreintée, j'étais irritable également et j'acceptais pas les reproches ou les critiques, le fait qu'on me dise mais t'es jamais là, non tu suis pas tel sujet, toi tu sais pas, c'est plutôt en fait papa. Donc voilà, c'est des choses aussi qui moi m'ont vraiment touchée de la part de mes enfants et m'ont poussé très clairement à faire cette introspection et à me re-questionner parce que j'adore mon travail, je suis passionnée en fait par mon travail et ça je pense que c'est une chance, c'est ce qui fait aujourd'hui que je suis aussi engagée et mobilisée, mais ça ne doit pas en fait occulter l'autre partie de ma vie privée, ma vie familiale, mais également en fait l'ensemble de mes loisirs. Et donc, ça commence par moi-même, c'est peut-être, voilà, m'instaurer une vraie discipline en me disant, là, écoute, non, il est telle heure, il faut rentrer, oui, d'accord, il y a du boulot, mais ça attendra en fait demain, et la banque tombera pas. Parce voilà, on a beaucoup de personnes indispensables un peu partout, mais les structures, elles ne tombent pas parce que une personne n'a pas répondu à un mail, une personne est partie en fait en congé. On n'est pas indispensable, donc on peut partir en congé et ne pas en fait checker ses mails. Et s'il y a une urgence, on saura en tout cas être joint si vraiment en fait on a besoin de l'être. Et c'est important de diffuser ces messages-là pour éviter en plus que les équipes après elles entrent dans ce mimétisme et qu'elles aient l'impression finalement que le manager attend ça d'eux. Or, je n'attends absolument pas ça en fait de mes collaborateurs. S'ils rentrent plus tôt et s'ils accomplissent en fait vraiment en fait le job pour lequel ils ont été en fait embauchés, c'est tant mieux. J'ai envie de dire, c'est un succès. On devrait tous arriver à cela. On devrait tous se fixer en fait ce type d'objectif-là. On n'est pas en fait dans du présentéisme. On est dans une recherche en fait de résultats. Et ça, c'est vraiment important. On n'a pas besoin d'être là jusqu'à point d'heure, comme tu disais Valérie tout à l'heure, de faire des journées de 7h à 22h. À 22h, quand on a eu une journée comme ça, on a l'impression qu'on produit, on n'est absolument pas performant, on a le cerveau en fait qui fonctionne en fait au ralenti, les ménages ne travaillent plus.
Donc, on sait qu'on n'est pas bon. Donc, il vaut mieux en fait rentrer, aller faire du sport, aller voir des amis, aller voir en fait sa famille, et revenir en fait le matin avec voilà les idées fraîches, toute l'énergie qu'il faut pour pouvoir produire des travaux, des livrables de qualité. Merci Myriam. C'est ça. Anila, je vais te laisser répondre à la question de Christelle qui nous dit, est-ce que du coup, c'est un message que vous allez porter ou que vous porterez au sein de votre structure, cette façon de penser différemment, et est-ce qu'elle est accueillante de cette vision que vous présentez? On l'a construit comme ça, cette aventure. Enfin, je veux dire, Agiloya, c'est plus de pratiques humaines dans nos environnements, c'est des modes d'organisation, c'est s'épanouir via le travail, en tout cas les missions qu'on a réalisées, et se dire qu'on a, bon, ça c'est un débat, mais on a une vie, ou en tout cas, comment faire en sorte, le but en fait, c'est à la fin de la journée, je suis satisfaite et je suis en paix avec moi parce que j'ai donné mon 1000%, mais mon 1000% dans la réalisation de moi-même. Donc, si ça peut se faire au travers de l'expérience professionnelle, au travers d'autres choses, c'est OK. En fait, aujourd'hui, il y a vraiment cette évolution de conscience, les leviers de motivation qui ne sont plus les mêmes qu'avant. On ne peut plus travailler comme avant. Il y a l'évolution des mentalités. Et puis, il faut aussi pouvoir, à un moment, casser avec ces fausses croyances que c'est l'action qui est vraiment le Saint Graal. On peut être dans de la réflexion, on peut ne pas agir, mais être vraiment dans de l'infusion de choses qui vont être faites et ensuite entrer dans l'action. Enfin, voilà, donc c'est vraiment casser avec tout ça. Donc, aujourd'hui, moi, je prends le parti pris de dire qu'un salarié qui est heureux et qui, quand il se lève le matin et qui vient, ou que même qu'il est chez lui, qui travaille, on voit l'amour, on le sent, et c'est le but en fait. Tout le monde n'est pas fait pour accompagner l'aventure Agiloya Afrique, et c'est OK. Mais ce qui est demandé, c'est que ceux qui sont dans cette aventure l'aient pleinement choisi et se réalisent à titre personnel et professionnel au travers de celle-ci. Et ça, c'est, je pense, le meilleur des drivers. Donc, c'est une nouvelle façon finalement d'aborder, c'est une autre façon en tout cas d'aborder le recrutement, d'aborder les ressources humaines, et puis d'aborder le monde du travail. Quand on travaille, on donne son temps, on donne son énergie, on donne sa vie. Est-ce que vous voulez et vous pouvez aujourd'hui passer une vie à ne pas être vous-même? Enfin, est-ce que vous pouvez passer une vie à porter un costume qui est trop lourd? Enfin, c'était peut-être possible avant, mais aujourd'hui, non. Donc, moi, j'ai eu aussi cette prise de conscience que partageait Myriam. Je suis entrepreneur. Agiloya, c'est mon 3e bébé. Vraiment, c'est tellement mon 3e bébé que mes 2 enfants, c'est « Ah, maman, Agiloya ». Enfin, vraiment, ils l'ont accueilli comme le 3e de la famille. Et il y a eu une période où c'était effectivement le nouveau-né dont il fallait prendre soin. Et avec cette période de Covid, les choses, elles ont évolué. Et le but, c'est ça, c'est de ne pas être dans un jugement, de rester en permanence à l'écoute de soi pour être en vrai dans la vie, pour être aligné dans sa vérité dans la vie. Et finalement, voilà, ne pas ressentir tout comme un effort surnaturel ou extraordinaire, ne pas passer son temps à nager à contre-courant, parce que sinon les symptômes physiques et physiologiques vont arriver. La maladie, le burn-out, la vie, de toute façon, elle se charge de ça, de vous montrer à quel point vous êtes en déséquilibre. Donc, le mieux, c'est quand même d'éviter d'aller à l'extrême et d'être à l'écoute de ces premiers signaux qu'on entend. Donc, bien comment je me sens dans le... Oui? Excuse-moi, je te coupe, mais est-ce que c'est un message que toi, tu passes aussi à tes clients? Ah oui, mais complètement. C'est un message que je passe à mes clients. Enfin, les meilleurs ambassadeurs de mes clients, ce sont les hommes et les femmes qui portent leur projet. Ce sont les ressources humaines, ce sont ces personnes-là, et c'est important de se dire, bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, oui, il y a des factures, il y a 2 façons de voir les choses. Soit je subis ma vie, et de toute façon, la vie, ça n'est rien d'autre que se lever le matin, aller travailler pour devoir payer ses factures, et puis finalement, on est dans un cercle de victimes, dans un schéma de victime, je subis, et je ne suis pas acteur. Et il y a l'autre façon de se dire, moi, je me sens d'impulser, je suis un être à part entière, j'ai envie de trouver ma juste place, j'ai envie de créer ma réalité, je sens ce pouvoir créateur, je sens qu'il y a des choses que je peux mettre en place. Et dès lors que je suis à l'écoute de tout ça,
ben, je vois comment trouver cette juste place et porter en fait les choses. Donc oui, c'est un message que je passe à mes clients de se dire, ben, la première ressource que vous avez, ce sont les hommes et les femmes à l'intérieur. Mais ça demande aussi à ces hommes et ces femmes de vraiment faire l'introspection, de vraiment le soir quand ils rentrent, se dire, est-ce que je suis OK? Est-ce que je suis OK avec la journée que j'ai passée? Est-ce que je suis OK avec les actes? Est-ce que je suis OK avec ce que j'ai entendu? Est-ce que je me sens en vérité avec tout ça? La vie, elle passe, hein. La vie, elle passe. Et à la fin de cette vie, il paraît que c'est vraiment tout ce qu'on n'a pas pu faire qu'on regrette. Donc, chaque jour est une nouvelle chance pour nous de réécrire ou d'écrire notre histoire en cohérence avec ce qu'on est. Et je suis de celles et ceux qui pensent que c'est possible. Et c'est pour ça qu'on a créé Agiloya Afrique et qu'on essaye de sortir de ces schémas de subir, en fait, finalement, et d'essayer de voir, d'inverser la tendance, de changer le prisme et se dire, mais tout ça peut être aussi beaucoup de fun. Voilà. Mais ça demande beaucoup de temps. Et il y a des premières success stories qui montrent qu'on n'est pas que des perchés, que oui, on peut aborder la vie comme ça aussi, ça peut fonctionner, oui. Alors, merci Aniela. Myriam, je demande une réponse pour la question d'Aniela qui dit, personnellement, en tant que professionnelle RH, je pense qu'avoir une vie professionnelle saine, c'est un peu utopique. Alors, pavé dans la mare. Myriam, tu en penses quoi? Je ne pense pas que ce soit utopique. C'est tout à fait réalisable. Alors, bien vrai qu'il y a énormément de choses à gérer, beaucoup de sujets, qu'on a le sentiment en fait d'être très souvent en mode pompier. Mais c'est tout à fait possible, c'est tout à fait possible. Et je pense qu'on en a parlé déjà en long et en large aujourd'hui. Enfin, c'est encore une fois se recentrer sur l'essentiel. Savoir en fait ce pourquoi on est là, quelle est sa feuille de route, quelle est sa mission aujourd'hui et comment en fait on pilote et on organise tout cela. Donc le fait encore une fois de vouloir en fait gérer des actions et d'être en fait complexe dans ce qu'on appelle vraiment le run en permanence, c'est bien en fait. On adresse des demandes, on répond, mais on n'est pas en fait dans la construction. Et en tant que professionnel RH, on doit être dans la construction. On construit pour aujourd'hui et on construit pour demain. Très clairement. Donc, on se doit à un moment donné de lever un peu le nez sur ce qu'on fait et de se projeter sur l'avenir. Et aujourd'hui, ce contexte Covid, c'est ce qu'il nous permet de faire parce que effectivement, l'activité, elle a été ralentie un petit moment, donc elle nous a donné cette opportunité de se recentrer en fait sur ce qu'on voulait faire, sur la trajectoire et de se dire voilà, comment on va pouvoir aujourd'hui y arriver. Le Covid, c'est quand même une période qui a été remarquable en tout point de vue. On s'est tous formés à différents outils. L'outil aujourd'hui qu'on utilise, Valérie, pour ce webinaire est tout nouveau, comme je te le disais en fait ce matin pour moi. Mais on s'y forme, on s'est formé, beaucoup de collaborateurs se sont formés à Zoom. Certains n'avaient jamais utilisé Skype. Certains avaient peur du télétravail, savaient même pas en fait ce qu'était un VPN. Donc on y arrive et à force en fait d'ingéniosité, avec l'envie, la motivation, on y arrive. Moi, j'étais persuadée que je n'allais pas y arriver également jusque-là, et j'y suis parvenue. Et c'est pourtant en fait une structure d'un certain, en tout cas, niveau qui est assez importante. Donc, il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. Ce qu'on reçoit, c'est aussi en fait ce qu'on donne. Très clairement. Encore une fois, si on est toujours à répondre très rapidement, sans prendre suffisamment en fait de recul, en pensant que plus on va rendre en fait la copie rapidement, plus on sera valorisé dans l'organisation. On a tort. Et c'est en général ce qui est chronophage, ce qui nous prend en fait énormément de temps et énormément d'énergie. Et c'est pas le but aujourd'hui de notre fonction. Encore une fois, c'est de construire une stratégie, de pouvoir fidéliser en fait des collaborateurs, de pouvoir avoir un environnement inclusif, un environnement en fait sain pour ces collaborateurs-là. Donc ça passe par de l'écoute, ça passe par effectivement de la sensibilisation, ça passe par aussi peut-être beaucoup d'éducation de nos managers parce que finalement ils sont en première ligne.
Et donc, ce qu'ils renvoient aujourd'hui à leur équipe, c'est in fine ce qu'on va retrouver en fait chez les différents collaborateurs. Donc, ils ont aussi besoin en fait de lever le pied, de sentir que voilà, quand il y a des sujets qui sont portés à leur connaissance, ils sont pas forcément à réaliser dans la minute. Voilà, il suffit parfois tout simplement de faire un mail ou de décrocher son téléphone et de dire je suis en fait sur tel sujet, je vous rendrai effectivement ce travail dans plusieurs heures ou plusieurs jours. Des fois, il suffit juste de ça, mais on ne se donne même pas cette opportunité-là. On est tellement en fait stressé, paniqué, et on se dit voilà, ça vient en fait de tomber, il faut qu'on réalise en fait la tâche tout de suite. Mais ça, c'est dans nos têtes. Ça, c'est encore en fait dans les stéréotypes, dans ce que la société nous renvoie. Et c'est peut-être encore plus vrai chez les femmes, parce que les femmes, elles cherchent aujourd'hui à se battre, à accéder en fait à des positions élevées au sein des organisations, à des positions de CEO, à des positions en fait de comité de direction. Et donc, elles ont le sentiment que si elles ne répondent pas en fait très vite, si elles ne sont pas en fait tout le temps disponibles et accessibles, l'opportunité leur passera sous le nez, elle sera donnée à un homme. Et ça, encore une fois, c'est des stéréotypes qu'on doit absolument en fait casser, parce qu'aujourd'hui ce n'est pas la réalité. Encore une fois, une entreprise, elle recherche, quoi qu'on en dise, du résultat. Et le résultat, en fait, c'est la performance, elle n'est pas uniquement à court terme. Elle doit être durable. Donc, un collaborateur qui arrive à se projeter, qui fait preuve d'ingéniosité, qui a du potentiel, qu'il soit homme, femme, il sera reconnu. Il n'a pas besoin de ces petites actions-là pour aujourd'hui avoir le sentiment d'exister, d'être valorisé au sein de sa structure. Merci Myriam. Et on aura l'occasion de revenir justement sur la vision différente homme-femme de l'équilibre. Mais question plus personnelle, vos trucs pour y arriver à cet équilibre. Aniela, est-ce que toi, tu as des recettes particulières, des choses que tu as envie de partager avec nous, qui vraiment vous concernent, vous, à titre perso, déjà, avant de parler de celles que vous pouvez partager avec vos employés ou avec le reste, mais vraiment vos trucs pour vous, déjà. C'est quoi les tiens? Alors moi les miens, donc déjà le premier conseil c'est faites votre passion un métier. Voilà. Quand j'entends passion, en tout cas ce que vous aimez faire, ce qui vous correspond, ce qui est en phase avec vous-même et qui ne vous demande finalement pas d'effort et qui vous met en joie. Et c'est le choix finalement que j'ai fait en évoluant dans le métier des ressources humaines. Voilà. Donc faites de votre passion un métier. Après, je dois m'appliquer à moi aussi pas mal d'autres choses parce que et ça c'est la parenthèse de tout à l'heure que je n'avais pas ouverte. Cette période de Covid me fait me rendre compte finalement qu'il y a effectivement jusqu'à 2 ans, 1 an, j'avais besoin de mettre encore plus d'efforts dans Agileia pour qu'il puisse grandir. Mais en fait, aujourd'hui, j'entends que ce qui est important pour moi, c'est de rééquilibrer les choses et de redonner aussi du temps aux 2 autres enfants, de prendre plus de temps aussi pour moi. Et ça, c'est l'urgence en fait qui se met en place là. Parce que je sais que tu m'avais posé la question, Valérie, j'avais pas vraiment répondu. Donc, en termes de conseils un peu plus pratiques, c'est apprendre à se déconnecter. C'est pas évident, c'est vrai, parce que c'est un peu comme une drogue. Là, quand ça se met en place, si vous y arrivez pas, mettez-vous des garde-fous. Je sais pas, obligé si vous êtes en couple ou quoi, votre conjoint, mais finalement à couper l'ordinateur, à couper les messages professionnels sur votre téléphone. Apprenez aussi à gérer votre temps de travail, parce que finalement, travailler. Pardon? Je disais le petit panier pour mettre son téléphone quand on rentre à la maison le soir, à l'entrée de la maison, et on le laisse dedans. C'est une belle idée, ça, le panier. Ça va être difficile au début, c'est sûr. Mais vous verrez le bénéfice ensuite. Et je le dis, mais je suis en infusion de ça pour moi-même aussi. Gérez aussi votre temps de travail parce que, à moins d'être une machine, j'avoue, moi je suis un petit peu limite aussi là-dessus. Des fois, les cordonniers sont pas très bien chaussés et on peut pas être efficace de la même façon à 7 heures du matin qu'à 22 heures en n'ayant pas fait de pause. C'est impossible.
C'est impossible. Et ça, tous les jours, 6 jours sur 7, c'est pas possible. Enfin, physiquement, à un moment, ça craque. Donc, apprenez à gérer votre temps. Soyez persuadés que vous accordez 1 heure à marcher, à faire ce que vous aimez. Ça va vous ressourcer, en fait, en termes d'énergie, et vous serez encore plus productif. Des fois où vous n'êtes pas à fond, finalement, vous faites perdre de l'argent. Donc, pour répondre à une autre question que j'ai vue apparaître de Christelle, la question du gain. Christelle, je vais te dire qu'aussi les burn-out, tout ce qui n'est pas, c'est pour ça que la qualité de vie au travail finalement est née. Tout ce qui est pas prendre soin de ses salariés, de la force de travail coûte de l'argent. Et il y a des études pour montrer aux décideurs par A plus B qui coûtent de l'argent en ne mettant pas en place l'environnement, en ne mettant pas en place les process qui permettent d'être épanouis et d'être plus efficaces en s'écoutant. Donc ça, c'est prouvé, hein. Il y a des études, il y a des spécialistes et des experts qui viennent et qui font des calculs et qui montrent aux sociétés, aux dirigeants, combien est-ce qu'ils perdent en ne mettant pas en place toutes ces pratiques-là. Prévoyez du temps pour vous, c'est bien. Voilà, pour ce qui vous fait plaisir, dédiez-y des plages horaires en lien avec ce qu'on se disait un peu plus tôt. Consacrez aussi du temps à votre entourage, mais pour autant que ce soit important pour vous. On vous dit pas si c'est pas important pour vous aujourd'hui, pas bien, il faut pas le faire. Non, il faut faire ce qui est important pour vous, ce qui vous manque, ce qui, voilà, quand vous y pensez, vous avez un pincement au cœur. Il faut plus avoir un pincement au cœur. Il faut vraiment dégager cette sensation de, je suis en train de manquer quelque chose. Voilà, vous méritez de pas manquer cette chose-là. Donc allez-y. Allez-y, et comme ça, vous serez plein de vous-même, vous serez complet de vous-même. Le mentorat aussi, ça peut être une piste. Si vous avez dans votre entourage une personne qui illustre à merveille cet équilibre-là, qui est peut-être finalement le vôtre aussi, de vous faire accompagner, de prendre un avis, de dire aujourd'hui comment est-ce qu'on s'est senti. Enfin, ça permet finalement d'avoir un effet miroir et de se dire là c'est vrai que j'ai été peut-être trop loin. Enfin, peut-être que il y a ça qu'il faudrait que je revoie. Parce que c'est difficile aussi de trouver toujours ses propres solutions. On les a au fond de nous, mais on ne sait pas toujours comment aller les chercher. Et donc, n'ayez pas honte de demander de l'aide. Bon, parce que ça, c'est vraiment, ça se dit salvateur. Bref, je sais plus. En tout cas, ça aide. Myriam, toi, tes trucs à toi, tes recettes. Est-ce qu'il y a des choses particulières? Oui, mais elles sont très simples et puis ça rejoint pas mal ce qu'Aniela vient de décrire. Après, j'ai des petites astuces quand j'arrive à la maison, quand je franchis le seuil de la porte, je me déconnecte, c'est-à-dire il n'y a plus de BlackBerry, pas de Good, je ne check plus en fait mes mails. Ça, c'est un accord que j'ai passé avec les enfants, mais qui est récent, donc il est encore éprouvant à mon niveau. Également le week-end, c'est pareil. Enfin, moi, à partir du vendredi soir, je marque une rupture. Donc, le temps qui est consacré, il est vraiment en fait pleinement consacré à mon entourage, à ma famille, à mes activités. Voilà, c'est du temps en fait pour moi. Je fais ce qui me plaît, ce que j'aime, et sans culpabilité aucune. Voilà, c'est vraiment quelque chose que je me suis instauré. Dans les choses qui vous plaisent, que vous aimez, est-ce que pendant cette période de Covid, vous avez découvert d'autres activités, d'autres choses que vous avez pu utiliser et qui vous ont rempli? Alors moi, j'ai déménagé juste avant le Covid. En fait, j'ai enfin déménagé et donc après, 2 semaines après, ce fut le Covid. Donc j'avais de quoi faire dans la maison. Donc je me suis trouvé en fait une passion pour les plantes. Je m'intéressais pas du tout aux plantes et alors là, voilà, j'ai la maison qui se remplit de plantes. Je passe mon temps à acheter des plantes, à acheter des pots de fleurs, à trouver des cache-pots et j'adore ça et je ne comprends pas d'ailleurs pourquoi je m'y suis pas intéressée avant. Enfin, je vois enfin la beauté des plantes, des fleurs. Et ça me passionne. Donc c'est une nouvelle activité, un nouveau hobby que je me suis trouvé vraiment durant cette période de Covid. J'ai découvert aussi des jeux de société auxquels je n'avais jamais joué, qui paraissaient effectivement classiques. Et comme j'avais l'envie d'occuper aussi les enfants, donc voilà, j'ai découvert de nouveaux jeux de société. Et puis je passe aussi du temps avec les enfants, donc
un apprentissage simultané entre eux et moi. Et ça aussi, c'est voilà, c'est une belle découverte. Ça me plaît beaucoup. Chose que sûrement, je n'aurais pas découverte si il n'y avait pas eu le Covid. C'est pas que je le souhaite. Hein. Je suis pressée que ça s'arrête. Mais voilà, c'est juste en tout cas, j'ai envie de dire une opportunité qui s'est offerte à nous. Maintenant, il faut qu'on se dise, ces opportunités-là, faut qu'on les crée. Faut qu'on les crée nous-mêmes. On n'a pas besoin en fait d'un Covid pour se questionner sur soi-même. On n'a pas besoin en fait d'un Covid pour à un moment donné prendre du recul sur sa vie et se demander qu'est-ce qu'on veut faire, là où on veut aller. Est-ce qu'on aime ce qu'on est en train de faire ou est-ce qu'on est en train de se perdre et voilà, est-ce qu'il faut continuer finalement à se voiler la face ou est-ce que voilà, ça nécessite des actions qui sont parfois assez j'ai envie de dire éprouvantes pour nous, mais qu'on a besoin de réaliser pour vraiment comme disait Agnella, être en vrai, être dans le vrai avec nous-mêmes et ça c'est très important parce que quoi qu'on en dise, c'est ce qui fait qu'on est serein, qu'on est épanoui, qu'on dort bien la nuit, qu'on est heureux en fait dans son couple, qu'on est heureux avec ses amis, qu'on est heureux avec ses enfants. Enfin, et finalement, on en revient toujours à cette notion de bonheur. Merci Myriam. Et Agnella, toi, tes trucs du Covid, des choses que tu as testées ou que tu as découvertes, on a été inondés de webinaires, d'informations pendant ce Covid. Donc, Agnella, elle a beaucoup d'énergie. Elle a toujours eu beaucoup d'énergie. Mais alors justement, je suis allée rechercher la petite fille que j'ai été, que j'ai laissée de côté très longtemps. Je savais même plus qu'elle existait. Elle était là et je me suis reconnectée en fait avec ce qu'elle aimait faire, c'est-à-dire écouter de la musique, chanter. Qui veut pas dire qu'on a l'aptitude pour chanter, mais voilà, juste se remplir de soi. Donc voilà, je suis allée, je l'ai cherchée et elle m'a fait dis donc, ça fait longtemps que je t'ai pas vu toi, t'étais partie loin comme ça, mais en fait moi j'ai toujours été là et viens toutes les deux, on va se faire du bien ensemble. Donc c'est ce qui s'est passé, voilà. Et puis ça faisait un drôle de groupe avec mes deux enfants, donc c'était ça, c'était se remplir de soi, écouter beaucoup de musique. Donc ça fait du bien. Faire des webinaires sur des sujets qui animent. Et c'est pour ça qu'on me dit, Agnella, toute ton énergie. En fait, j'ai toujours eu beaucoup d'énergie, mais pour les choses que j'aime. Voilà. Donc, c'était ça principalement. Ça m'a pris du temps. Donc, j'ai continué à déjà me réaliser, partager, m'enrichir avec ces webinaires. Et puis, à côté de ça, beaucoup de musique et de jeux avec mes enfants qui me font voir les choses, je vais pas dire différemment, mais autrement. Je vois un nouveau chemin et c'est ça la vie en fait, c'est magique, c'est que l'aventure elle continue, mais elle va prendre une autre voie qui ressemble pas à celle d'avant. Est-ce que voilà. Vous avez, merci Agnella, est-ce que vous avez l'une et l'autre un sentiment que entre vivre en Europe ou vivre en Afrique, cet équilibre est plus compliqué à maintenir ici ou en Europe? Comment est-ce que vous avez vécu ça, cette différence culturelle? Parce que encore une fois, je parle de mon expérience à moi. Depuis que je suis arrivée, j'entends énormément de femmes me parler du poids que peut avoir la vie sociale ici au Sénégal, par exemple, et du temps que ça peut prendre dans cet équilibre-là. Donc, comment est-ce que vous le vivez? Comment vous le gérez dans cet équilibre-là? Laquelle de vous deux a envie de commencer? Alors, moi, je vais pas la même. C'est ça. C'est vrai que quand j'étais en France, j'étais célibataire, j'étais sans enfant, donc j'avais pas aussi les mêmes charges, j'avais pas la même vie, donc ça va être difficile de comparer ma vie en Afrique et ma vie en France. Par contre, c'est vrai que quand je venais en Afrique, j'étais persuadée que tout allait être plus simple, que j'allais avoir des journées de travail plus ou moins courtes, que ça allait être simple parce que on a effectivement des employés en fait de maison et ça c'est vrai pour la plupart des familles et que j'allais être très aidée, donc j'allais avoir énormément en fait de temps pour moi. Je me rends compte que c'est pas si vrai. J'ai le sentiment parfois et ça c'est plutôt après un comparatif peut-être avec les autres membres de ma famille qui sont restés en France. J'ai le sentiment d'être plus débordée finalement en étant ici
que lorsque j'étais en France. J'ai l'impression qu'il faut tout gérer, vraiment en fait femme à tout faire, et après ce manque d'autonomie que l'on peut avoir même auprès de nos employés de maison parfois fait que on a quand même ce poids-là psychologique de devoir tout organiser dans la maison. Donc, on se sent pas forcément libéré de ce poids-là. Et je pense que c'est pareil quand on a de la famille sur place qui garde peut-être en fait les enfants, qui assure donc le système de garderie. On pense que c'est plus simple, c'est pas forcément plus simple. Je vois quand même beaucoup de collaboratrices qui le matin arrivent, déposent leur enfant chez la maman, chez la belle-maman, puis doivent ensuite venir au travail. Donc elles se lèvent à point d'heure. On a des collaboratrices qui se lèvent à 4h30 du matin, à 5h du matin. Donc faut imaginer quand elles quittent ne serait-ce même qu'à 18h. Donc c'est déjà une journée très longue. Le temps d'aller en fait rechercher les enfants, de les emmener à la maison, de s'occuper d'eux. C'est des personnes qui dorment pas avant 23h minuit. Et pourtant, on est en Afrique et il y a le mythe derrière où on se dit c'est plus simple parce que on a toute cette aide familiale. C'est pas forcément une aide. Aujourd'hui, on a effectivement ce cocon familial et on est bien entouré, on est bien en fait solidaire. Mais aujourd'hui, c'est pas forcément un soulagement dans nos vies et en tout cas dans la vie, j'ai envie de dire, d'une femme active. Ton avis là-dessus, Aniela? Merci, Myriam. Mais moi, je rejoins totalement ce que dit Myriam. C'est vrai que ici, moi, j'avais déjà mes 2 enfants en France avant l'installation en Côte d'Ivoire. Et c'est vrai que j'ai quand même plus d'aide au niveau de la logistique familiale ici en Côte d'Ivoire. Mais mon Dieu, qu'est-ce que le travail a pris le pas. et je le dis depuis les 5 ans, hein, depuis le début, j'ai jamais autant travaillé qu'ici sur le continent africain ou en étant en Côte d'Ivoire. Après, je ne le subis pas, j'adore ce que je fais, mais la réalité est que oui, je pense que je travaille beaucoup plus. Donc en fait, le travail a pris la place. Et des fois, il peut y avoir aussi quelques challenges, effectivement, d'organisation de la vie, parce que on va pas forcément nous concevoir les mêmes choses, enfin la même façon que ceux qui nous aident. Donc des fois, on se retrouve à faire aussi soi-même. Enfin voilà. Donc moi, j'ai l'impression, en fait, c'est même pas l'impression, mon ressenti, mon constat, c'est beaucoup de choses, beaucoup de choses. Et peut-être même moins le temps de souffler. Par contre, avant, et moi j'ai quitté la France parce que l'activité et la vie pour moi commençaient à devenir insipide et un peu fade et avait pas de goût et ça j'en souffrais. Ici, elle est hyper épicée, elle est intense, c'est du non-stop, ça s'arrête pas quoi. Enfin, donc voilà, c'est vraiment le grand écart. Mais voilà, c'est hyper challenging en fait. Et pour continuer sur ces différences, donc qui peuvent être des différences culturelles, mais des différences, on revient à la question dont je vous parlais tout à l'heure. Comment, à votre avis, cet équilibre est perçu selon qu'on soit une femme ou qu'on soit un homme? De votre expérience, des hommes avec lesquels vous pouvez travailler ou des hommes dans votre vie, est-ce que c'est perçu différemment? Est-ce que c'est ressenti différemment? Est-ce que les jeunes générations le vivent différemment des plus anciens? Donc Aniela, si tu veux continuer. Tu sais, quand tu dis ton entourage, alors nous, c'est pas compliqué, on est 2 entrepreneurs. Alors moi, je suis entrepreneur, mon mari aussi. Je vois que lui, il n'a pas de difficulté à rentrer à 16h, 17h, aller taper des balles parce qu'il joue au golf. Moi, à 17h, je suis encore au bureau en train de faire ce que j'ai à faire. Et enfin, il faut limite me tirer, quoi, pour me sortir du bureau ou pour, voilà, j'arrive, quand je rentre chez moi, il fait nuit, quoi. Donc, voilà, là, c'est tout de suite, c'est l'exemple qui arrive, qui forcément me parle parce que après, est-ce que c'est pas parce qu'on se l'impose aussi à soi-même d'avoir autant de choses à gérer? Et si on ne les gère pas? Et si on les gère moins? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que les choses s'arrêtent? Est-ce que tout s'effondre? Non, je ne crois pas. Ou alors peut-être qu'il y a des choses qui vont s'arrêter, mais ça va être peut-être pour notre bien aussi. Donc pour répondre à ta question, je pense peut-être que les hommes, sans vouloir trop stéréotyper, mais en observant ce qui se passe, peut-être qu'ils s'écoutent plus,
qu'ils sont plus dans j'ai envie de faire quelque chose qui me fait plaisir, je le fais, et pas dans des schémas de culpabilisation. Ils vivent, voilà, ils font ce qu'ils entendent qu'ils ont besoin de faire. Quand nous, on va se dire oui, non, c'est peut-être pas bien vu. Et comme disait Myriam tout à l'heure, et si je travaille pas, si j'envoie pas le mail jusqu'à pas d'heure, est-ce que c'est pas quelqu'un d'autre qui va prendre la place? Voilà, est-ce que ce serait pas libérateur d'arrêter, de rompre avec ces schémas-là qui finalement ne nous permettent pas de respirer, quoi, et de vivre? Cette fameuse charge mentale, Céline vient de mettre un commentaire, Céline Thiam, en parlant de la charge mentale, de gérer la maison à distance, en plus de la scolarité, en plus de notre travail. Donc c'est un grand sujet, c'est la charge mentale pour nous. Myriam, ton avis? Oui, la charge mentale, c'est un grand sujet. Hein, c'est ce que je disais. C'est même quand finalement on a le sentiment d'avoir de l'aide. On est toujours en train de tout organiser, donc d'organiser en fait le travail, mais d'organiser également la vie à la maison, de s'assurer que les enfants sont rentrés à l'heure, qu'ils ont bien déjeuné, que ils ont réalisé leurs différentes activités, que les plus jeunes ont fait leurs devoirs. Puis après, on va s'occuper. Enfin, après, vraiment, j'ai envie de dire les tâches aujourd'hui que l'on a. Alors, j'ai pas envie de dire forcément les tâches de femmes, mais c'est vrai que très souvent, ça revient quand même à la femme d'organiser tout ce qui est repas et s'assurer que les enfants sont bien gérés, aussi bien d'un point de vue logistique, mais également sur le plan en fait scolaire. Et cette charge mentale, on l'a en permanence. Moi, c'est peut-être cette charge-là que j'ai du mal à évacuer. Et c'est peut-être pour ça que, d'ailleurs, quand j'étais en télétravail, c'était plus simple. Je me suis sentie tout de suite plus apaisée parce que les enfants, étaient à côté. Donc, j'avais plus cette charge-là mentale. J'étais à côté, j'organisais les choses, c'était de manière en fait spontanée. J'avais plus ce sentiment, en tout cas, de culpabilité, à me dire non, là, j'ai pas appelé, j'ai pas donné l'information. Qu'est-ce qui va se passer? Oui, mais c'était à moi de le faire. Non. Et c'est vraiment, ça fait partie vraiment des éléments qui ont provoqué aussi peut-être ce déclic et cette envie de faire autrement. Et c'est depuis que j'échange un peu plus régulièrement avec mes enfants dans la journée parce que j'ai le droit en fait à des pauses et c'est vrai que c'est des choses que je ne m'accordais pas, mais on a tous droit à des pauses, on a besoin, on n'est pas des machines, hein. On a besoin de recharger à un moment donné les batteries, de se réénergiser, d'avoir un peu d'air, donc de penser à autre chose. Donc cette charge mentale, oui, elle est réelle et il faut se battre pour l'évacuer. Et là, on a besoin de s'appuyer aussi sur son entourage, notamment sur son époux quand on est marié. Et peut-être de responsabiliser aussi davantage les employés de maison quand on en a, parce qu'on a toujours le sentiment que quand c'est fait en fait par nous, forcément c'est fait au millimètre près et donc ça correspond à ce que l'on souhaite et il y aura pas besoin en fait de repasser derrière et donc ce sentiment aussi de vouloir toujours tout contrôler nous crée en fait de la charge finalement de travail qui est pas toujours utile. Parce qu'on le sait, on a tous à un moment donné peut-être confié nos enfants à d'autres personnes, on les a récupérés, ils n'étaient pas forcément tout propres, ils en sont pas morts, à la limite ils sont même immunisés, ça leur fait du bien. Ils s'ouvrent, c'est une ouverture d'esprit et on a besoin de se lâcher prise aussi très clairement pour pouvoir respirer soi-même et pouvoir vaquer aussi à d'autres occupations et travailler également plus sereinement. Toi, dans ton organisation, Myriam, est-ce que tu as eu justement des hommes qui sont venus te parler de ce déséquilibre parce qu'il y a un certain nombre d'employés, vous êtes à peu près à égalité, c'est ça, les hommes et les femmes à la Société Générale Sénégal? Non, plus de femmes. Plus de femmes. Et donc, les hommes du Sénégal. Dans les hommes de la structure, est-ce que certains sont venus discuter avec toi de cet équilibre de vie, perso et pro? Est-ce que certains en souffrent? Alors,
pas vraiment. Enfin, les hommes s'ouvrent pas, je pense, forcément sur ces sujets-là. Honnêtement, j'ai eu beaucoup plus de femmes qui m'ont parlé de ce déséquilibre vie professionnelle, vie privée que d'hommes. On a parlé d'autres choses avec des hommes sur peut-être des avancées autour d'éventuels congés de paternité, mais c'est vrai que c'est un sujet sur lequel j'ai tendance à taquiner aussi les hommes, parce que je leur disais, si, enfin, aujourd'hui le groupe avançait là-dessus, je pense pas qu'on aurait 5% en fait de demandes de congé paternité, parce que voilà, les hommes aussi ont des stéréotypes et pensent que quand on a un nouveau-né, c'est plutôt à une femme de s'en occuper. Donc on avance progressivement. Maintenant, bon, on a quand même cette culture très africaine, avec un rôle très précis aujourd'hui de la femme. L'homme, c'est encore la personne qui travaille, qui est censée quand même assurer en fait les charges, même si on a une véritable émancipation aujourd'hui de la femme, ça reste quand même ancré profondément dans la culture sénégalaise. Pour toi aussi, Agnella, c'est aussi ancré dans la culture ivoirienne, ça? L'homme qui doit… Oui, je dirais oui, mais peut-être un peu moins. En même temps, moi, je suis pour équilibrer les choses et je suis pour se dire ce n'est pas parce que chez l'autre c'est comme ça que ça doit être de la même façon chez moi. J'ai envie de partager avec vous une anecdote. Mon père qui vient me visiter quand j'étais en stage à Barcelone. J'étais oui dans donc stage de fin d'études et qui me dit mais alors la cuisine tu t'y es toujours pas mise et je lui dis, je le regarde l'air de dire mais c'est pas un sujet en fait, ça n'a jamais été un sujet, je vois pas pour qu'est-ce qui revient sur la table et je réponds non et il me dit ben t'es un homme. Et je lui dis, ben écoute, si tu penses que oui, tu as eu un homme il y a je sais pas combien d'années, ben c'est que ça doit y ressembler alors d'être un homme, d'être ça. Donc oui, je vais être ça. Et en fait, aujourd'hui, plus personne ne me pose la question parce que c'est établi que ben j'aime pas faire ça, voilà. Et c'est comme ça, c'est ok. Je veux dire, dès lors que ça gêne qui finalement, si moi ça ne me gêne pas, ben, les gens autour ils vont s'essouffler et puis à un moment ils vont arrêter de faire la réflexion, c'est tout. Donc je dis pas que je le fais pas, hein, je le fais. Mais vraiment quand c'est un souhait. Et c'est la même chose. Je parlais de mon conjoint qui est entrepreneur. La Covid, là, on s'est retrouvés, on a bien vu les niveaux d'activité des uns et des autres. Et l'idée, c'était d'équilibrer les choses pour que ça fonctionne, pour que les résultats soient là. En fait, on est une équipe. Donc, dans l'équipe, s'il y en a un qui est fragilisé, qu'en plus on rajoute de la charge, ça fonctionne pas, en fait. Donc, quand on met ça en face à cette évidence, on se dit ah oui effectivement il y a une prise de conscience. Donc c'est de pouvoir amener cette prise de conscience et encore une fois être à l'aise avec soi. Donc moi je prends ça comme ça en fait finalement. Donc je sais pas si la Côte d'Ivoire c'est comme ça, peut-être un peu moins, mais ça l'est quand même. Enfin la société en elle-même, beaucoup sur le continent africain. Mais après. Je pense que quand on est vraiment ancré dans sa vérité, les choses, elles se mettent en place au fur et à mesure et on finit par se faire accepter comme on est parce que c'est l'évidence de ce qu'on est. Et puis voilà. Christelle, elle partage avec nous un ressenti, là, une réflexion en disant que le ressenti est bien maîtrisé par les femmes, même si c'est pas toujours évident pour elles de le formaliser. Et pour les hommes, il faut déjà qu'ils comprennent qu'ils ont le droit d'avoir un ressenti sans se sentir faible. Pour accompagner pas mal que ce soit des hommes et des femmes, moi en coaching, en individuel, et pour avoir accompagné des gens qui étaient dans le domaine bancaire, des hommes aussi, c'est quelque chose que j'ai effectivement entendu, c'est-à-dire que avant qu'ils acceptent de pouvoir dire ouais moi aussi à un moment j'aimerais pouvoir, alors certains ont la chance de pouvoir être égoïstes et d'aller taper, égoïstes en tout cas, profiter et d'aller taper leur balle de golf comme tu disais Agnella tout à l'heure. Mais pour d'autres, c'est difficile. Mais moi, j'y vais aussi maintenant. Tu disais, excuse-moi. Pardon. J'y vais aussi maintenant. Mais c'est très bien. équilibre. C'est vrai qu'effectivement, les hommes sont aussi dans ce ressenti-là parfois de ne pas accepter et de se dire l'image que je dois donner dans la société, et pour peu que la société continue à persister dans cette image-là, effectivement, ça peut être compliqué aussi pour eux. Donc c'est bien qu'on évolue aujourd'hui sur ces équilibres et sur ce ressenti-là, que ce soit côté homme, côté femme.
Mais c'est vrai que l'image de l'homme fort, quand même, l'image de l'homme fort qui ne faiblit pas demeure. Je prends juste un exemple hein, pour avoir fait des horaires, et j'en fais encore un petit peu, des horaires assez longs, mais très souvent en fait j'ai reçu en fait plutôt des réflexions en fait d'hommes sur le fait que ma voiture était garée à certaines heures en disant mais qu'est-ce que tu fais là, c'est pas possible, ta voiture est encore là, et je répondais mais et la tienne aussi. Oui mais moi je suis un homme. Donc voilà, ça arrive encore en 2020, donc ça paraît être une boutade, mais enfin, ça traduit quand même aujourd'hui vraiment ce qu'on disait tout à l'heure. C'est mine de rien, c'est ancré, quelque chose qui est toujours là, et voilà, l'homme a vraiment en fait le sentiment que lui, il a ce rôle-là en fait de travailler. Il peut travailler jusqu'à certaines heures. De toute façon, en plus peut-être qu'à la maison, bon, les choses sont en train de s'organiser. Par contre, la femme, elle a un rôle à jouer à la maison, donc elle est censée quitter un peu plus tôt et aller se consacrer à sa seconde vie de la journée. Son second temps complet de la journée. Exactement. Merci beaucoup à toutes les deux pour tout ça. Alors, pour terminer, quels sont, si vous aviez 3 points chacune à me donner, 3 points clés par rapport à cette thématique-là? Agnella, ce serait quoi les tiens? Alors moi, le premier point, mais pour tout, c'est la pleine conscience et de ce qu'on est, la pleine connaissance de soi. Parce que c'est ce qui va nous permettre finalement de trouver notre équilibre qui est personnel, qui ne sera pas l'équilibre des autres, et qui va nous permettre finalement d'être épanouis et de trouver notre juste place dans l'environnement professionnel. C'est cette connaissance de soi qui va ensuite nous permettre finalement voilà, de comme je disais, hein, de trouver notre place et d'arriver finalement à être plein de ce qu'on est, et de rompre avec les schémas de victimisation, d'auto-sabotage, et qui, in fine, va faire que l'évidence va se mettre en place, et peut-être que cette évidence-là sera aussi l'évidence d'une autre personne, et on va finalement se contaminer comme ça les uns les autres, et se dire, bah, finalement, ce qu'elle est en train de vivre, en fait, me parle, et moi aussi, j'ai envie, et c'est une urgence pour moi, d'être alignée avec ce que je suis. Donc, je dirais ça, la pleine conscience et connaissance de soi, qui permet finalement de trouver son équilibre et qui permet aussi d'arrêter les attitudes d'auto-sabotage et de jugement, de regard des autres, et finir avec cette citation qui dit de toute façon, la vie des autres n'est rien d'autre que leur avis. Finalement, enfin, voilà, leur avis, ça n'est rien d'autre que leur vie. Donc, quand on sait que la vie, elle passe vite, je pense que on est OK avec le fait de se poser enfin les vraies questions, et essayant de ne pas attendre un deuxième Covid pour cela, et de renaître finalement plein de nous-mêmes. Je terminerai comme ça. Merci beaucoup pour cette jolie fin. Renaître plein de nous-mêmes. Et toi, Myriam, alors tes trois points clés pour cette thématique? Je vais rejoindre aussi Agnella. Hein, je suis c'est d'accord sur vraiment ce premier point, avoir cette pleine conscience pour pouvoir vraiment retrouver cet équilibre avec soi-même. C'est vraiment important. Sans cela, enfin, de toute façon, on ne peut pas y arriver. On sera forcément happé par ces stéréotypes et on tombera, comme elle le dit si bien, dans l'auto-sabotage et dans le jugement permanent. Deuxième chose, je dirais se faire confiance, parce que je trouve que très souvent on ne se fait pas suffisamment confiance. On a le sentiment d'avoir certaines faiblesses qui réellement sont virtuelles, n'existent pas, et finalement on s'auto-censure et on se bloque, en fait, on se crée des obstacles soi-même. Donc se faire confiance, c'est quelque chose à mon sens de très important. C'est ce qui permet de nous hisser aussi au sein d'une société. C'est ce qui nous permet voilà, de pouvoir gérer la vie professionnelle et la vie en fait privée dans l'équilibre qu'on aura choisi, parce qu'encore une fois, il peut varier d'un individu à l'autre. Voilà, j'ai envie de dire ce que je peux dire vraiment sur l'équilibre vie professionnelle, vie privée.
Un grand merci à vous deux. C'était vraiment un plaisir de vous recevoir toutes les deux pour ce premier live en français, parce qu'on a fait déjà pas mal d'interventions. Enfin, ça continue les interventions, les summit live de Corporate Women in Leadership en anglais, mais là c'était le premier pour l'Afrique francophone. Donc, ce sera le premier d'une longue série. On a plein de jolis commentaires de gens qui nous remercient de ce moment. Céline nous dit que c'était très enrichissant. Christelle qui nous dit aussi qu'elle était contente d'être avec nous. Donc, je vous remercie vraiment de tout cœur de se faire confiance et s'estimer. Je vous remercie vraiment de tout cœur de votre participation à toutes les deux et puis de votre parler vrai, parce qu'on en a parlé il y a peu de temps, mais voilà, pas de langue de bois, parlons-nous vrai, disons-nous les choses. On est entre femmes, entre hommes, et en tout cas, on a des hommes aussi qui ont été aujourd'hui dans nos auditeurs et qui ont apprécié ce moment. Dans 6 mois, Valérie, tu pourras nous demander si on est toujours plus ou moins équilibré. Parce sûr. Que le challenge, c'est de pouvoir, en tout cas, justement permettre. Donc, post-Covid. Une excellente question de Christelle tout à l'heure qui disait que est-ce qu'on va être capable de pouvoir est-ce que vous vous sentez capable de capitaliser sur ce que le Covid vous a fait redécouvrir et justement voilà, est-ce que dans 6 mois on se sentira toujours équilibré, ou en tout cas est-ce qu'on aura pu renaître de nous-mêmes, comme le disait Agnella tout à l'heure, et puis le fait aussi de se dire que peut-être qu'on continuera à évoluer, que notre équilibre, comme vous l'avez fort justement dit toutes les deux au démarrage, c'est un compromis. Un bel équilibre, ça peut être 60-40, 20-30, du moment que c'est l'équilibre de chacune d'entre nous et de chacun d'entre nous. Neil nous dit qu'elle est en attente des prochaines sessions en français. Et ben nous aussi, on est en attente des prochains sujets qu'on communiquera à tout le monde très rapidement. En tout cas, un grand merci à vous deux. Un grand merci à tous les auditeurs aujourd'hui. Moi je suis Valérie Renard et je serai, j'espère, la prochaine modératrice, en tout cas des prochains sujets en français. On va terminer cet enregistrement cet après-midi et puis on est content si vous avez passé un bon moment en notre compagnie. En tout cas, Corporate Women in Leadership continue en anglais les jeudis, en français les vendredis. On va continuer à vous fournir des sujets intéressants et merci à tous et à toutes. Merci beaucoup. À bientôt. Eh bien, super, Myriam.